Bonjour à tous, moi je suis Ludivine du cabinet Letton, je suis ingénieure d'affaires. Donc moi je m'appelle Laure, je suis aujourd'hui manager opérationnel. Sur les aspects de financement de l'innovation, je vais intervenir plus techniquement sur l'accompagnement de nos clients dans le cadre de leur financement, de la recherche et développement, de l'innovation, de recherche de financement divers. Donc déjà pour présenter le cabinet Letton, on a un cabinet de conseil en financement de l'innovation. Donc on accompagne des entreprises aujourd'hui pour justement aller chercher des financements dans le cadre de leur R&D ou de leur innovation. On le fait par différents leviers, ça peut être donc le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation qu'on va notamment vous présenter aujourd'hui, mais aussi par des leviers comme les subventions, les avances remboursables, etc. auprès de BPI France ou auprès de la région. Voilà pour résumer assez rapidement qui nous sommes. Je vais te laisser peut-être On essaye en tout cas aujourd'hui de vous donner simplement quelques éléments clés pour comprendre en quoi consistent ces dispositifs, comment on peut en bénéficier, quelles sont les modalités qui permettent aussi d'accéder à ces crédits d'impôt, ces différents statuts, et quelques bonnes pratiques ou quelques bonnes questions à se poser en fonction de l'avancée de vos différents projets, de l'avancée de vos différentes structures aussi, parce qu'on a des dispositifs qu'on peut actionner aussi en fonction de la vie en tout cas d'un projet ou en fonction de la croissance d'une société ou d'une structure. En constat simplement préambule, aujourd'hui en France on a un certain nombre de dispositifs qui existent, qui sont parfois et même très souvent assez complexes. C'est des retours qu'on a pu avoir auprès notamment du ministère de la Recherche et également de la BPI sur des retours de sociétés bénéficiaires de ces dispositifs incitatifs à la R&D et à l'innovation qui faisaient un constat assez flagrant qui est qu'on a pratiquement 60% des sociétés qui cherchent à financer leur développement, leur croissance par de la recherche ou de l'innovation qui trouvent aujourd'hui une complexité assez importante dans la gestion globale et dans le montage des différents dossiers. Malgré tout, on a une aide et des aides qui sont relativement efficaces, même plutôt efficaces en termes de financement, en termes de rapidité d'obtention des différents fonds, mais on a un certain nombre de dispositifs qui soient nationaux, régionaux, locaux, absolument incroyables, et malheureusement, avoir de la visibilité complète sur tous ces dispositifs, c'est finalement très compliqué. Nous, on travaille principalement sur des dispositifs qui sont nationaux. Alors nous, en tout cas moi pour ma part, on a également en interne des cellules qui seront plus spécialisées sur des dispositifs qui seront régionaux ou locaux. Donc après, c'est vraiment en fonction du besoin. On ne rentre pas dans le détail de ces dispositifs parce qu'ils sont très particuliers, qui dépendent d'une mairie, qui dépendent d'un conseil régional et qui sont vraiment très dépendants de la région et très dépendants finalement de ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Donc si vous avez ensuite des questions complémentaires sur la capacité ou la possibilité d'obtenir des aides ou des fonds en fonction de votre localisation géographique, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut faire une étude aussi a posteriori sur, en fonction du projet, de la typologie de votre projet ou de la typologie de votre structure, quelles sont les différentes aides dont vous pourriez bénéficier. C'est vrai que sur cette partie-là, on a plutôt tendance à procéder au cas par cas. Vous nous présentez votre projet et nous, en fonction du projet, à ce moment-là, on peut vous orienter. Mais c'est difficile, il y a tellement, comme expliqué l'heure, il y a tellement d'offres que c'est impossible de présenter tout le panel. Au niveau des dispositifs les plus connus, donc le premier, c'est le crédit d'impôt recherche. Qu'est-ce que le crédit d'impôt recherche ? C'est un dispositif incitatif qui permet d'obtenir une économie d'impôt. Ou une économie d'impôt si votre structure paye de l'impôt, ou un remboursement de ce crédit d'impôt de manière immédiate si votre structure ne dégage pas aujourd'hui suffisamment de chiffre d'affaires pour payer de l'impôt. C'est basé sur des dispositifs qui sont liés à des projets de recherche et développement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par recherche et développement ? C'est finalement quelque chose d'assez large. On n'est pas, voire pas du tout dans de la recherche fondamentale. C'est pas l'objectif de ce dispositif d'aller aider des chercheurs en blouse blanche au fin fond des laboratoires, mais vraiment d'aider des structures qui vont travailler sur du développement expérimental. C'est-à-dire j'ai un projet, j'ai des contraintes techniques aujourd'hui qui peuvent mettre en doute la pérennité de mon projet et je vais entamer des travaux par du prototypage, par des tests, par de l'expérimentation pour m'assurer que ces points de blocage, on peut les résoudre ou pas d'ailleurs. Et le crédit d'impôt recherche vient justement aider et soutenir financièrement ces activités de développement expérimental.
On peut obtenir une assiette qui atteint 30% du montant des dépenses engagées dans le cadre du projet. Donc si vous avez un projet sur lequel vous avez du personnel qui travaille, on va prendre le prorata du temps passé sur les projets en fonction du salaire de ces personnes. Si vous avez acheté un peu de matériel pour faire des tests, si vous avez fait des recherches peut-être auprès de cabinets de propriété intellectuelle, si vous avez l'ambition d'aller breveter ou d'aller protéger tout ou partie de vos différents projets, c'est l'ensemble de ces dépenses-là qui vont pouvoir entrer en ligne de compte. Et le crédit d'impôt net dont vous pouvez bénéficier, c'est 30% de ces dépenses-là. C'est un dispositif qui est déclarable chaque année. Donc ça se calcule du 1er janvier au 31 décembre et tous les ans en fonction de votre projet ou de vos différents projets, vous avez la possibilité ou non de faire une demande auprès des impôts pour obtenir ce crédit d'impôt. En termes de modalités, l'axe principal d'analyse, ce sera la partie technique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des différents projets? Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a une démarche expérimentale? Est-ce qu'on a des problèmes techniques qui ont été rencontrés? Comment est-ce qu'on les a résolus, etc. C'est basé sur des instructions fiscales. C'est là où après on rentre un peu dans le détail et c'est là où théoriquement on intervient. Les textes de loi qui vont régir la définition de ce que peut être de la recherche et développement au sens très large du terme, c'est assez indigeste. C'est des manuels qui font des centaines de pages et ensuite on a un certain nombre d'interprétations de la part des impôts qui vont donner une définition ou plusieurs définitions de la recherche et développement. Nous, notre intervention, elle est à ce niveau-là pour aider nos clients à cartographier les différentes activités, à comprendre techniquement comment se sont déroulés les projets et à conseiller et préconiser sur, pour tel projet, quel dispositif est le plus adapté en termes de récupération de tout ou partie des fonds. Voilà. Donc c'est d'aiguiller, de conseiller sur est-ce qu'on a le droit de bénéficier d'un crédit d'impôt recherche sur la base des activités, est-ce que c'est plutôt du crédit d'impôt innovation, est-ce que c'est aucun des deux, est-ce que c'est plutôt une aide publique, est-ce que c'est plutôt une subvention privée. C'est vraiment donner de la visibilité et du recul en fonction de vos activités sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire en fonction des projets qui sont déjà en cours ou qui ont été déjà déroulés dans le passé. Ça reste parfois subjectif, oui. Les activités de service, oui. Il y a un souvent moins de R&D oui. avant la livraison du produit. Oui. Est-ce que c'est qualifiable de manière théorique ou alors en pratique? Est-ce que c'est des choses qui sont qualifiables? Ça dépend du service. Il y a des services où effectivement on n'est pas du tout technique, c'est vraiment du service, on va donner de l'aide à la personne. S'il faut aller chercher sur un service très très loin, on sera très peu, voire pas du tout dans ce dispositif-là. Par contre, on peut avoir des démarches, des réflexions en termes de méthodologie, par exemple, aussi, qui sont assez novatrices, qui peuvent rentrer peut-être sur du crédit d'impôt, sur un aspect qu'on appelle les sciences humaines et sociales. On a des projets dans cette catégorie-là, ou dans la partie crédit d'impôt innovation, quand on a une démarche qui est innovante. Donc, c'est pas limitatif, c'est pas parce qu'on est sur un métier de service qu'on n'a pas la possibilité d'aller bénéficier d'un crédit d'impôt. C'est plus faible en termes de bénéfices que du projet technique, mais on en a aussi. Activité éligible, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure, c'était simplement pour vous donner un peu de visibilité sur ce qui est représentatif aujourd'hui des projets déclarés en France. Donc comme on vous le disait, la recherche très académique et très fondamentale, finalement c'est très peu de choses. On va les retrouver dans les grands groupes qui ont des laboratoires ou des structures de R&D dédiées qui vont pouvoir travailler là-dessus, mais 85 voire 90% des crédits d'impôt qui sont demandés en France, c'est vraiment du développement expérimental, donc c'est vraiment du test, du prototypage, de l'expérimentation au sens très large du terme. Comme on vous le disait tout à l'heure, on a aussi des évolutions législatives qui viennent encadrer ce dispositif et qui viennent modifier, alors soit profondément, soit à la marge, les modalités d'éligibilité, les modalités de déclaration, les modalités de calcul. On a eu une révolution assez majeure il y a quelques mois sur la sélection des différents projets. On a essayé simplement d'en faire une petite synthèse ici. Comme on disait tout à l'heure, ça peut être assez subjectif. Finalement, nous, notre travail, c'est de vous accompagner à identifier ce qu'il y a sur la partie gauche de la présentation, qui sont les critères d'éligibilité. C'est finalement des cases à cocher pour s'assurer qu'on est effectivement bien dans le cadre d'un projet de développement expérimental au sens du crédit d'impôt recherche. Donc c'est l'ensemble de ces critères-là, un caractère de nouveauté, un élément d'incertitude, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est un point de blocage technique,
ou une difficulté technique qui est rencontrée. Des éléments de créativité, alors il ne faut pas rester bloqué en tout cas sur les termes, c'est vraiment de se dire on essaye de faire un peu différemment par rapport à ce que les gens, ce qu'on aurait fait classiquement, on essaye de détourner notre travail et notre expérimentation pour trouver une solution qui est différente. C'est ce qu'il y a dans ce terme de créativité. Et les aspects systématiques et reproductibles, c'est simplement la volonté de conserver, de garder trace des travaux qui sont faits, en vue soit d'une réutilisation ultérieure, d'une transmission en interne. Donc c'est aussi la volonté d'essayer de ne pas travailler dans son coin et de capitaliser, de partager de l'information au sein d'une structure ou d'une entreprise. La manière après dont on présente les projets, c'est finalement ce qu'on appelle des opérations de R&D. C'est l'ensemble des activités qui vont permettre de résoudre un problème. Donc on peut avoir plusieurs problèmes dans un projet, on a autant d'opérations R&D que de problèmes qui sont rencontrés. Donc ça c'est plus sur la forme, la manière ensuite de présenter et de justifier les projets. C'est là où aussi on accompagne nos clients, c'est quand bien même on a de la cartographie et de la visibilité sur qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire au niveau des différents dispositifs. Ensuite, il faut aussi pouvoir l'expliquer et le présenter quand on dépose le dossier et quand on fait la demande de subvention ou d'aide. C'est aussi être en capacité de présenter techniquement ce qui a été fait et pourquoi finalement les différents projets et les dépenses qui sont associées répondent bien à cette définition. Donc notre accompagnement auprès de nos clients, c'est aussi sur cet aspect-là, qui appelle pour nous de la sécurisation, c'est de monter un dossier qui soit complet et qui permettent à lui seul de justifier de l'ensemble des dépenses et des crédits d'impôt qui vont être demandés. Le petit frère du crédit d'impôt recherche, c'est le crédit d'impôt innovation. Alors lui, il est un peu particulier, beaucoup plus récent. Il a été créé en 2013, récent par rapport au crédit d'impôt recherche qui existe depuis plus de 20 ans. C'est un dispositif qui sera un peu moins incitatif. On est sur 20% des dépenses liées à des projets d'innovation qui peuvent être restituées sous forme de crédit d'impôt par rapport aux 30% pour le crédit d'impôt recherche. Par contre, il est réservé aux PME, au sens communautaire. Donc c'est vraiment pour aider aussi les structures en démarrage et en croissance sur les premières années à pérenniser leurs critères de différenciation technique ou fonctionnelle par rapport à la concurrence par le biais de ce crédit d'impôt. Il est restituable immédiatement, et comme le crédit d'impôt recherche, dans le cas où pas d'impôt aujourd'hui ou très peu d'impôts seraient payés chaque année. Et il est beaucoup plus simple d'accès par rapport au crédit d'impôt recherche. Un projet crédit d'impôt innovation, c'est simplement le développement, la conception d'un produit qui va avoir des critères de différenciation par rapport aux produits concurrents sur un marché qui est considéré. Donc après, c'est là où ça peut commencer à devenir intéressant. En fonction de vos projets, de vos structures, de vos business plans, on peut avoir aussi des marchés qui sont assez restreints sur les premières années. Moi, j'accompagne des clients dans la région d'Avignon qui développent des produits très innovants. Ils ont un marché qui est très régional. Ils ne vendent que à des PME de la région autour d'Avignon. Donc finalement, c'est aussi un recentrage sur un périmètre donné. C'est beaucoup plus simple de cette manière-là de pouvoir présenter le projet, de pouvoir identifier les différents axes d'innovation par rapport aux concurrents. Parce que sur un marché relativement réduit, les concurrents ne seront pas forcément les mêmes que si vous êtes sur un marché national ou international. Puis effectivement, la différence, comme disait Laure, là où le CIR, on est vraiment sur une notion de R&D. Le crédit impôt innovation, c'est vraiment une vision marché. On n'est pas obligé d'avoir un docteur, un ingénieur, etc. Le but, c'est vraiment, on développe un nouveau produit qui n'existait pas sur un marché. Et à ce moment-là, on peut bénéficier de crédit impôt innovation. Cet aspect marché, donc, il peut être vraiment restreint à une zone géographique. C'est l'objectif, voilà. Et souvent, on a des produits qui démarrent sur des marchés petits, qui ensuite vont aller chercher des marchés plus grands ou des zones géographiques plus grandes, mais qui vont aussi, en contrepartie, apporter des fonctionnalités complémentaires ou des points de différenciation, parce qu'on sait que plus on élargit le marché et plus on a des concurrents qui sont importants. Mais on peut démarrer petit, et en fonction du développement du produit ou du développement du service ou de la solution, on peut agrandir ce marché-là et travailler aussi à améliorer le produit qu'on est en train de développer et de commercialiser. En termes d'innovation, on est également assez large. Il y a 4 grandes familles d'innovations qui sont possibles. Des innovations sur un plan plutôt ergonomique. On donne l'exemple souvent, les ciseaux pour gaucher, quand c'est apparu, c'était finalement une innovation assez intéressante d'un point de vue ergonomique. On a beaucoup d'outils et de logiciels qui sont développés en ce moment pour des personnes
avec des déficiences visuelles. C'est aussi des innovations techniques ou fonctionnelles ou ergonomiques qui sont relativement intéressantes. L'approche par fonctionnalité, donc c'est peut-être la plus simple à trouver, du moment où vous allez développer le petit plus qui fait la différence, c'est finalement un peu ça, vous apportez justement un critère supplémentaire sur votre produit, sur votre service, qui permet de se différencier de la concurrence. Le terme d'éco-conception peut être aussi assez large. L'objectif global, c'est de réduire l'impact environnemental et d'améliorer l'impact écologique. Quand on a eu les innovations, je donne souvent cet exemple-là, des déodorants compressés, sur lesquels on a finalement la même quantité de déodorant sur un produit qui est beaucoup plus petit, on a cette réduction d'impact environnemental parce qu'on peut mettre plus de déodorant dans un camion qui va aussi courir sur la route et finalement on a une réduction de l'empreinte carbone au niveau global, au niveau de la commercialisation du produit. On peut aller assez loin. Sur la partie technique, c'est une amélioration d'une caractéristique. Voilà, quelque chose de plus performant, de plus rapide, de plus petit, etc., etc. Un nouveau logiciel, par exemple. Sur des logiciels, par exemple. Dernier type de dispositif qui est assez simple aussi d'accession et d'utilisation, c'est la jeune entreprise innovante. Alors, qu'est-ce que c'est que la jeune entreprise innovante? C'est un statut particulier qui peut être demandé pendant les 8 premières années qui suivent la date de la création de la société ou de la structure. Il y a un certain nombre de conditions à remplir, donc des conditions assez simples, créées depuis moins de 8 ans, PME, une détention capitalistique à au moins 50% par des personnes physiques, c'est le critère d'indépendance. Être nouvelle, c'est de ne pas être issu d'un essaimage d'un grand groupe, par exemple. Voilà, c'est de pouvoir monter sa structure seule et d'avoir une autonomie et une indépendance dans cette structure-là. Et le dernier critère, et c'est là aussi où on intervient, c'est le fait d'engager des dépenses de R&D qui vont représenter au moins 15% des charges de l'entreprise. Charges, c'est les comptes principalement de classe 6. Alors au démarrage, on n'a pas beaucoup de charges, donc c'est pas très compliqué d'atteindre ces 15%-là. Et le critère différenciant, et c'est là où on va se rapprocher du crédit d'impôt recherche, on est vraiment sur des dépenses de R&D. Ce qui est assez paradoxal, puisque le statut s'appelle jeune entreprise innovante, mais il a été créé avant le dispositif du crédit d'impôt innovation. C'était pour asseoir et pérenniser le démarrage et le lancement des structures sur des aspects plutôt techniques, où on a du développement expérimental, du prototypage. L'avantage de ce statut, c'est que ça vous permet de bénéficier de différentes exonérations, d'un point de vue fiscal et d'un point de vue social. Fiscalement parlant, vous avez des remboursements immédiats des crédits d'impôt et des exonérations d'impôts sur les 2 premiers exercices bénéficiaires. Donc ça peut être aussi assez intéressant en fonction du moment où vous activez ce statut-là. Et sur la partie sociale, vous avez une exonération assez importante des cotisations classiques type maladie, maternité, décès, invalidité. Donc ça vous fait baisser votre taux de charge de en moyenne 40-45% à en moyenne 12-15%. Donc c'est 30% de charges sociales qui sont économisées sur l'année. Quand vous avez une personne qui va travailler à temps plein, on arrive facilement à 10 000 € d'exonération de charges par personne. Donc ça commence à avoir un intérêt. Il y a eu une extension de ce dispositif du moment où vous respectez tous les critères à pouvoir faire bénéficier l'ensemble du personnel des exonérations de charges si vous avez notamment des projets sur un aspect plutôt innovation. Vous pouvez avoir des personnes plus techniques et des personnes peut-être plus marketing ou autres, mais tant qu'elles travaillent sur le développement et la conception du produit, vous pouvez aussi les exonérer sur les charges sociales. Donc c'est finalement assez vaste, assez ouvert, et c'est cumulable avec les crédits d'impôt bien entendu. Donc on peut bénéficier en parallèle du statut de jeune entreprise innovante, d'un aspect de crédit d'impôt recherche sur une partie plutôt technique et d'un aspect de crédit d'impôt innovation sur des parties plutôt de développement, de prototypage ou de design éventuel du produit quand vous êtes plutôt en fin de développement. En termes de bonnes pratiques, donc c'était plutôt pour vous faire une synthèse, les dispositifs, comme on vous l'a dit en introduction, sont assez larges et assez vastes. Ça va dépendre finalement de pas mal de critères. L'avancement dans votre projet, la chronologie de votre projet, la maturité de votre produit ou de votre solution, le budget éventuel que vous avez ou le budget que vous recherchez aussi pour aider à poursuivre vos développements et vos différents travaux, le fait que vous ayez la volonté ou non peut-être de collaborer avec d'autres structures, que ce soit des laboratoires, que ce soit d'autres startups, que ce soit des grands groupes, il y a aussi ces
politiques de consortium qui sont possibles. Donc finalement, il y a beaucoup de critères à mettre sur la table au démarrage. Sur la partie aide publique, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais c'est vraiment dépendant de là où vous en êtes, de là où vous voulez aller, de votre volonté à ouvrir ou non vos travaux, de partager de la propriété intellectuelle sur vos développements ou pas. Mais il y a un champ des possibles qui est assez intéressant. On a de très beaux consortiums qui se montent, qui sont plutôt des dispositifs nationaux, voire internationaux, sur des aides publiques type Horizon 2020 par exemple, où il y a énormément d'appels à projets qui sont faits, qui sont souvent des consortiums publics-privés. Il y a beaucoup de grands groupes et grosses PME ETI qui se positionnent, et malheureusement souvent il leur manque la start-up, la pépite, qui va les aider aussi à entrer dans le projet, trouver les bonnes idées. Donc ça peut être aussi une solution ou une porte ouverte si vous souhaitez avoir un coup de booster ou d'accélération possible, parce que vous avez une porte ouverte à un carnet d'adresses assez intéressant, à des moyens, puisque les moyens sont partagés aussi entre les startups, les laboratoires publics et les grands groupes. Donc c'est des solutions qu'il ne faut pas mettre de côté. Et c'est vraiment très dépendant de là où vous en êtes au niveau de vos projets et de votre évolution. Et en parallèle, les crédits d'impôt qui viennent se cumuler à ces aides publiques éventuelles, qui permettent de récupérer de manière assez rapide un montant de 30% ou de 20% des dépenses qui ont été engagées chaque année. Donc c'est aussi l'avantage de récupérer de l'argent et de pouvoir réinvestir de manière continue. Après, le pendant de ces dispositifs plutôt privés en termes de crédit d'impôt, c'est que c'est soumis à contrôle et vérification. Voilà, il faut le savoir. On peut avoir des vérifications sur pièce. Alors, normalement, pas dans les premières années. On attend vraiment qu'il y ait un indicateur qui évolue de manière assez drastique. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, dès que vous faites une demande de remboursement de votre crédit d'impôt, il y a systématiquement un contrôle sur pièce qui est fait. C'est quelque chose de systématique aujourd'hui. Il ne faut pas en avoir peur. Du moment où vous êtes bien accompagné, vous savez où vous allez, que les dossiers sont bien montés, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problème particulier à avoir. Mais c'est simplement d'être préparé, de savoir tout ce qu'il faut monter, parce que là on vous fait une présentation assez synthétique, mais finalement il y a un certain nombre de pièces justificatives, d'éléments à présenter dans un dossier qui peuvent être parfois longs et chronophages. C'est aussi pour ça que beaucoup de structures nous demandent leur aide et leur soutien pour les aider à monter ces dossiers. C'est aussi pour décharger de la bande passante et se concentrer pour vous sur vos activités, sur votre développement et laisser des personnes externes en tout cas prendre en charge le montage technico-juridique, on va dire, des différents dossiers. À retenir, moi ce que je trouve bien de retenir, c'est que tout ce qui est public, on est plutôt sur des dépenses futures, et sur les crédits d'impôt recherche, on va plutôt être sur des dépenses passées. Donc du coup, l'un et l'autre peuvent se compléter. Par contre, effectivement, quand vous avez bénéficié d'une subvention, cette subvention, vous devez la déduire de votre assiette des dépenses sur l'année en cours, parce que ça fait un doublon de la part de l'État en termes d'aide. Il ne faut pas se faire aider deux fois sur les mêmes dépenses. Mais c'est pas, les aides publiques ne financent jamais 100% d'un projet. Les plus belles aides, on monte jusqu'à 50%, 80% si on est très académique. On est plutôt autour de 20-45% en moyenne. Il y a quand même 60% de vos projets qui n'est pas financé. Et on peut récupérer des crédits d'impôt sur cette part. Sécurisation des dossiers, donc on en parlait tout à l'heure, pas non plus vous faire peur, mais c'est juste que vous ayez un peu de recul sur les éléments qui sont demandés de manière assez classique, principalement pour des crédits d'impôt, mais ça marche aussi pour des aides publiques, ça va se faire plutôt en amont lors du montage des dossiers. Ce qui est demandé de manière systématique, ce sont des justificatifs financiers, donc c'est l'explication du calcul de vos crédits d'impôt, des bulletins de salaire, des extractions d'amortissement, des copies de subventions quand vous en avez eu, donc c'est assez simple à récupérer. Des justificatifs en termes de description technique des différents projets, des différents travaux. Donc ça, c'est les dossiers qu'il faut monter, qu'on monte avec vous, ou en tout cas qu'on monte avec nos clients au fur et à mesure de l'année pour récupérer l'information quand elle est là, et d'arriver en fin d'année avec un dossier qui est pratiquement fini à 80%, ça fait quand même gagner beaucoup de temps. Aider en termes de conseils aussi et de préconisation sur tout ce qui va entourer la présentation de l'entreprise, de la société, de son évolution, donc ce qu'on va appeler plutôt la démarche structurante et les indicateurs de R&D. C'est aussi des éléments qui sont des points d'attention de l'administration fiscale. Plus vous avez d'éléments type indicateur de collaboration, un peu de propriété intellectuelle, de la présentation de vos projets dans même des salons, des conférences, une revue de presse, c'est des éléments tangibles qui vont aussi permettre d'appuyer la légitimité de la demande. Donc c'est des choses qui ne sont pas faites systématiquement, il faut y réfléchir en amont. Ça se fait souvent pas la première année, mais ça se construit au fur et à mesure que les projets avancent, que les produits se commercialisent,
garder en tête cet aspect de communication et de publication de ces différents projets et travaux. Ça donne aussi du poids à l'argumentaire qui est présenté. Le pendant de l'administration fiscale, c'est donc ce qu'on appelle le MESR, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et son petit frère sur la partie crédit d'impôt innovation, qui eux vont plutôt s'attarder sur les éléments techniques. Donc c'est la présentation des dossiers avec la justification de quelle est l'innovation, techniquement qu'est-ce qui a été fait au niveau des travaux, on explique la démarche expérimentale, on va préciser les problématiques techniques, les verrous techniques, on va les argumenter. Donc c'est aussi tout un travail de fond qui est assez chronophage, qu'on prend en charge de manière classique et qu'on peut faire aussi en collaboration avec nos clients. Des éléments probants qui vont prouver que les travaux ont bien été faits, parce que finalement on présente un dossier, c'est charge de la preuve, il faut aussi pouvoir justifier que ce dossier-là n'est pas monté sur du vent. Malheureusement on a des escrocs qui abusent du dispositif également, donc c'est simplement d'avoir les CV, les diplômes et un petit peu de documentation et des éléments qui permettent de prouver que les travaux qu'on présente ont bien été faits, qu'on ne les a pas inventés. C'est pas plus compliqué que ça. Sécurisation technique encore. Alors, c'est la trame qu'on en parle depuis tout à l'heure, la trame technique de présentation des projets plutôt sur la partie recherche. Donc c'est la trame en 7 points maintenant. Sur lesquels on se base et de manière systématique. C'est l'outil de base en tout cas de présentation des différents projets, avec des présentations plutôt synthétiques format Excel qui vont permettre de présenter globalement et de manière macro l'activité, les problématiques techniques et tout ce qui peut être engagé. Donc c'est ça qui prend du temps. Oui. C'est un suivi sur une année entière pour obtenir ensuite... Globalement c'est un suivi sur une année. Après on a 2 cas de figure aujourd'hui. On a des structures qui veulent vraiment le faire au fil de l'eau et tout au long de l'année. Donc on va avoir un suivi plutôt trimestriel parce qu'ils n'ont pas une politique de documentation très forte et ils n'ont pas envie de la mettre en place. Et on les comprend parce que leur structure est comme elle est. Donc on les accompagne tous les 2 ou 3 mois pour les aider à récupérer de l'information, structurer, monter le dossier. Donc on va le construire au fur et à mesure de l'année. On a aussi des sociétés qui ont une politique de documentation ou de consignage de l'information de manière fréquente et récurrente tout au long de l'année. Où là, on peut intervenir plutôt sur le dernier trimestre pour collecter, récupérer ce qui a été fait et travailler à la formalisation de ce dossier-là. On a les 2 cas de figure possibles. Ça dépend vraiment de l'appétence de nos clients à le faire au fil de l'eau ou se dire « moi, j'ai pas envie qu'on embête mes chefs de projet tous les 3 mois. Ils rédigent bien. Ils ont des comptes rendus d'essai, ils documentent, ils tracent leurs travaux, donc venez plutôt en fin d'année et vous faites une revue de tout ce qui a été produit, en tout cas depuis le mois de janvier. Et c'est tout, ouais. Donc, est-ce que déjà vous avez des questions sur des thématiques? Est-ce qu'il y a des points que vous souhaiteriez qu'on réexplique On a parlé de produits et effectivement d'expérimentation. Est-ce qu'on peut faire rentrer les projets plutôt dans l'innovation sociale, alors peut-être pas sur l'impôt recherche, mais plutôt sur l'innovation, et comment ça justifie la nouveauté, parce que c'est en tout cas l'expérimentation qui n'est pas sur un produit vraiment. Les services, c'est plus compliqué, de manière globale, à faire rentrer sur du crédit d'impôt d'innovation, sauf si vous avez une espèce d'offre au final qui peut être proposée. Voilà. C'est un peu le pendant du logiciel qui n'est pas un vrai produit matériel, tangible au sens du terme. Maintenant, on peut avoir des services après qui font, en termes de commercialisation, l'objet d'une offre packagée. Et c'est plutôt comme ça qu'on va le présenter après, c'est une offre packagée de manière globale. Parce que j'ai d'autres clients également qui sont un peu à cheval, alors c'est pas forcément dans le domaine du service à proprement parler, mais qui vont développer des services d'aide ou de travail sur du réseau ou de la téléphonie. C'est pas un produit qu'ils vendent, ils se greffent, ils se pluguent au réseau et ils vont simplement ajouter des briques pour aller améliorer et fournir des services supplémentaires. Mais ils ont packagé leur offre comme si c'était un produit qui pouvait être commercialisé en tant que tel. Donc après, c'est aussi tout ce travail en amont de se dire comment est-ce que je présente mon produit à proprement parler, parce qu'on est vraiment sur du produit. C'est pas forcément matériel. Ça peut être immatériel, mais il faut bien réfléchir à la manière dont on le présente. C'est pas limitatif, mais ça demande un petit peu de travail à vous. Donc sur cette partie-là, est-ce que vous aidez avant, justement, en amont, de rentrer dans cette démarche, de dire ok, oui, ça sera éligible ou non, on arrête
ne rentre pas dans cette démarche parce que ça sera habituel. On le fait aujourd'hui sur les structures qui ont besoin d'avoir de la visibilité en amont avant de savoir où est-ce qu'elles vont. Moi après, dans le cadre de mes activités, au-delà de ces aspects assez classiques qui représentent peut-être 50% de notre travail, moi j'accompagne beaucoup de mes clients aujourd'hui sur ce qu'on appellera du management de l'innovation, de la structuration de la R&D. Donc finalement, c'est des clients qui font des choses mais ne le font pas très bien, ils ont besoin d'outils, de conseils et d'aide sur comment mieux structurer, mieux cadrer les activités pour que j'ai aussi tous les éléments de type indicateur de R&D qui matchent bien et que ce soit en raccord avec ce que je vais demander. Et sur du management de l'API ou de l'innovation, c'est aussi travailler en amont pour se dire comment est-ce que je package, je market une offre, sur quel canal je vais aussi peut-être communiquer sur cette offre-là. Donc soit on le fait en interne, soit on a des partenaires, parce qu'on n'est pas expert du tout, mais on a un réseau de partenariats assez fort aujourd'hui sur beaucoup de structures qui sont régionales, qui sont des petites structures très spécialisées, avec lesquelles on travaille très régulièrement et qui vont justement intervenir sur des aspects très spécifiques. Aujourd'hui, on n'a pas de barrière, on va intervenir sur le financement de la recherche et de l'innovation au sens large, même si le gros de notre activité est là-dessus, on a de plus en plus de demandes entre guillemets un peu exotiques qui viennent se greffer sur l'amont, le pendant ou l'aval des différents projets, et on a soit la compétence en interne, soit on a le partenaire qui peut vous aider justement à travailler là-dessus. Et d'ailleurs, quand on intervient dans une entreprise, on a une mission opérationnelle, mais on a aussi une mission de conseil. Donc en général, dans un premier temps, on va auditer, on analyse l'ensemble des projets d'une entreprise, on lui remet une analyse, un rapport, où on va lui indiquer ce projet-là, il est éligible, 100% éligible, celui-ci, il peut être éligible, mais attention, il manque ça, et celui-ci n'est pas éligible. Et suite à ça, après, notre client peut dire, il y a 10 000 euros de crédit impôt recherche, je ne vais pas le faire, je ne vais pas perdre du temps là-dessus, et la mission s'arrête là, et on ne va pas plus loin. Ça arrive aussi de temps en temps. Et vous rémunérez comment? Ça dépend. Trois possibilités. Ça dépend vraiment du projet. Soit vous êtes sur un dispositif qui est pérenne, c'est plutôt pour les clients qu'on accompagne depuis des années ou des clients qui le font depuis des années, où il y a une stabilité dans l'approche, une démarche qui est assez cadrée. Donc finalement, on budgète plutôt un nombre de jours d'accompagnement. Ça va être un forfait global. Sur des structures qui sont en croissance, c'est plus difficile d'estimer le temps à passer. Parce que finalement, nous, notre travail, c'est du temps qu'on va vous accorder sur des ingénieurs, des docteurs, des experts techniques qui vont vous accompagner, vous conseiller sur les projets. Donc on est plutôt sur un principe du gagnant-gagnant. On va voir ce qu'on peut faire, ce que disait Ludivine. Déjà, on regarde ce qu'on est en capacité de faire ou pas, ça ne vous coûte rien. On vous remet déjà une première synthèse pour vous dire vous pouvez faire ça ou vous ne pouvez pas faire ça. Vous décidez à l'issue de cette première cartographie de votre périmètre si vous voulez continuer ou pas sur l'obtention des crédits d'impôt. Et si vous continuez, on est en tout cas sur les structures en croissance ou qui ont peu ou peu de visibilité sur l'approche, on est plutôt sur un pourcentage des économies obtenues. La fourchette de ce pourcentage? Ça dépend du temps qu'il va falloir passer globalement. Après, c'est assez variable. On n'est pas sur des 20% ou des 30%, on est bien en dessous de ça. On va être entre 8 et 16% en moyenne, je crois. Ouais, en moyenne. Dans ces eaux-là. J'aurais dit entre 10 et 15. Donc, après. Et de toute façon, effectivement, s'il n'y a rien, il n'y a pas. L'analyse, elle est à notre charge. Vous avez parlé du statut de JEI, oui, qui effectivement, avec des éléments très factuels pour l'obtenir. Il y a un délai qui est court, qui est un petit peu long, qui est dépendant d'un processus de décision particulier. Comment ça se passe à ce C'est le niveau-là? dépôt d'un dossier et il y a une réponse sous 2 à 3 mois maximum. D'accord. C'est assez rapide. C'est assez rapide. D'autres questions, a priori? Il y a des questions sur le JEI. Oui. Combien de temps on met à obtenir le statut? 2 à 3 mois. C'était pour être bien sûr. Il y a le temps de montage du dossier qui peut être fait. Si tout le monde est réactif, on arrive à monter un dossier en 15 jours. Ah ouais. Voilà. Si tous les éléments sont là, on va attribuer, ou en tout cas allouer des ressources de notre côté pour mettre le paquet sur un délai très court. Donc on arrive à monter les dossiers en 15 jours. Et après, le temps, on l'envoie aux impôts et il y a 2-3 mois de délai avant la réponse. C'est assez rapide finalement.
crois, 3-4 mois maximum, on a Et le une statut. fois qu'on a le statut, Oui. en fait, on peut demander des remboursements qui sont liés à l'intérieur. On peut. Le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation également. À savoir que, bon, là, on ne peut pas faire 2015 parce que c'est prescrit, mais si vous n'en avez jamais déclaré et que vous êtes éligible, on peut tout à fait aller chercher le crédit impôt recherche ou le crédit impôt innovation de l'année 2016, 2017 et 2018 aujourd'hui. 2015, parce que c'est au-delà de 3 ans, c'est Au-delà de 3 ans, c'est c'est prescrit. Et C'est donc, dans les 3 ans règle précédents, fiscale. Ouais. on peut Tout à fait. C'est 36 mois. Ouais, c'est ça, 36 mois en général. Et la GEI, c'est 36 mois glissant aussi, donc on peut revenir en arrière. Et une question, dans le cadre d'une JEI, votre prestation, elle peut être intégrée dans les charges de l'entreprise? Dans le cadre du Non. JEI, non. Non, c'est des charges internes. Principalement, c'est de la dépense de personnel, l'achat Parce qu'il matériel. me semble que dans la JEI, vous disiez que le crédit, c'était 25%, à au moins 15% Des charges, oui. Des charges internes à l'entreprise, c'est-à-dire le personnel dédié à la R&D, si vous investissez dans du matériel, dans des licences, des choses comme ça. D'accord. Et votre prestation n'est pas considérée comme Une charge. une charge. C'est étonnant ça. On aimerait bien, nous. Mais c'est pas affecté à la R&D. Non, c'est vraiment une prestation d'accompagnement et de conseil. Par contre, sur les. Ça me fait penser à une autre question qui va pu venir. On parlait tout à l'heure de l'obtention des aides publiques, type subvention. Vous pouvez obtenir un financement pour le montage du dossier. Donc finalement, en fonction des aides auxquelles vous pouvez avoir accès, BPI, je crois, le fait encore. Oui. Des aides à la faisabilité industrielle ou à la faisabilité technique, par exemple. Vous pouvez obtenir une subvention pour le montage du dossier qui finalement permet de rémunérer le conseil qui va vous aider à monter le dossier. Oui, c'est pas rare qu'on fasse ça en amont d'un projet quand on accompagne sur tout ce qui est subvention, qu'en amont, oui, on aille chercher, alors j'ai oublié le nom là tout de suite, ATM, non? Je sais crois. Et vraiment, c'est BPI en fait qui va nous rémunérer au final. D'accord. Dans la partie étude de faisabilité de... C'est ça, montage du dossier, constitution de tout le dossier qui va permettre après d'aller les soutenir auprès par exemple de la BPI et d'obtenir un financement sur un projet qui va se lancer. Dans être indépendante, il fallait que dans le capital, ce soit des personnes physiques. C'est 50%. Alors, c'est pareil, c'est 3 pages d'annexes absolument complexes, je vais rester poli. Techniquement, c'est qu'il faut être indépendant capitalistiquement et de manière générale. Donc c'est le premier critère, c'est 50% dépensé par les personnes physiques. Mais il y a plein de critères avec des ou si. Ça peut être du capital risque, je crois. Ça peut être des institutions publiques, mais ça dépend des institutions publiques parce qu'il y a une liste aussi qui est assez restreinte. Donc c'est pas uniquement 50% de personnes physiques ou rien. On peut être à 45% de personnes physiques et 10% de capital risque et 5% de BPI par exemple, et ça passe quand même. Il y a un des fondateurs qui intervient via sa holding, c'est obligatoirement considéré comme... Il faut regarder en fonction de la manière dont c'est détenu, à quel taux. Ça dépend à quel pourcentage de la société il détient aussi. Ça nécessite une étude un peu plus Une poussée. petite holding, c'est pas forcément un grand groupe. Donc Non, ça bien sûr. m'interpelle un peu. Après, à savoir que nous, on a un cabinet d'avocats partenaire qui s'appelle One Law. Et dès qu'on intervient dans une entreprise, on a notre cabinet d'avocats en support qui déjà nous assure une veille juridique, mais aussi quand on a des questions de ce type-là à valider, c'est à notre charge, c'est l'État qui le fait de son côté, ça ne vous coûte rien, mais au moins on a une note juridique qui atteste qu'on est bien dans le périmètre du droit. D'autres questions? Super. On vous remercie donc. Merci beaucoup.